Et ça y est, dernière, ultime vidéo sur le grand 3 du cours sur le bonheur, l'activité essentielle au bonheur. Alors, en fait, voilà, je voudrais ici développer, alors plus particulièrement pour les séries générales, je pense que, enfin, je veux dire, c'est intéressant aussi pour les séries techno, mais c'est moins moins attendu, disons, pour le bac, pour une copie de, par exemple, de bac techno sur le bonheur. Mais voilà, bon, la définition aristotélicienne du bonheur, hein, le bonheur, une activité de l'âme accompagnée de la raison. Alors, en fait, c'est jamais que l'approfondissement de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Si vous voulez, l'idée d'Aristote, c'est que le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation de soi. C'est en fait, c'est un travail, c'est un combat. C'est ce qui fait que un homme est heureux, c'est quand il peut voir le résultat de ses efforts et qu'il transforme sa propre nature et qu'il devient davantage lui-même. C'est ça le bonheur. On va prendre un exemple très simple, l'exemple des dispositions. Nous arrivons tous au monde avec des dispositions différentes. C'est-à-dire que certains ont des prédispositions pour... oui, je devrais dire les prédispositions. Certains ont des prédispositions pour les arts, certains ont des prédispositions pour la mécanique, certains ont des prédispositions pour les mathématiques, pour les langues, pour je sais pas, pour la danse, pour enfin vous voyez, on a tous comme ça des talents en fait qui sont en nous et qui demandent à être développés parce il ne suffit pas pardon d'avoir un talent pour exceller dans quelque chose, il faut évidemment l'exercer, le développer, le travailler, voilà, combattre. Et ce que veut dire Aristote, typiquement sur les prédispositions, c'est que si vous avez une prédisposition, mais que vous la laissez en sommeil, que vous la laissez totalement enfouie en vous, vous ne pourrez pas être heureux. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui a un talent pour la musique, s'il veut être heureux, il faut bien à un moment donné qu'il s'affronte à la difficulté de travailler un instrument pour vraiment sentir voilà, ce sentiment d'accomplissement et de réalisation de soi. Et celui qui a des talents comme ça, mais qui les laisse en sommeil au fond de lui, celui-là ne pourra jamais avoir le sentiment de comment dire, la plénitude d'avoir développé ce qu'il avait en lui au départ, quoi. Hein. Alors, du coup, est-ce qu'on peut généraliser cela et comprendre ce que c'est que le bonheur humain en général? Oui, pardon, attendez, je reviens sur les prédispositions. Le fait que nous ayons tous des prédispositions différentes fait qu'il y a des formes d'accomplissement qui sont toutes différentes, du coup, vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a l'impression d'une variété, enfin, c'est pas une impression d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une variété des styles de vie heureux différents. Mais ça ne veut pas dire que tout soit relatif, voilà. Alors, pourquoi? Parce que au fond, il y a quand même des dispositions humaines qu'on peut essayer de définir en général, hein, en général. C'est-à-dire qu'en fait, si on met son excellence simplement dans des caractéristiques qui sont pas tellement des caractéristiques humaines, on ne pourra pas véritablement être heureux ou avoir un bonheur vraiment proprement humain. C'est-à-dire que, je l'avais dit en commençant, euh, passer sa vie à dormir, par exemple, c'est-à-dire en fait faire ce que font les plantes, hein, la vie d'une plante consiste à dormir, ne permet pas d'être heureux humainement, hein, et de même exceller dans en fait les caractéristiques animales de la vie que nous partageons, hein, nous sommes animaux aussi. Euh, eh bien, ça ne permet pas d'être heureux. Ce qui permet véritablement de goûter un bonheur humain, ce sont en fait, c'est d'exercer le métier d'homme, hein, comme dit Montaigne, comme dit Camus, c'est-à-dire de mettre en œuvre les propriétés proprement humaines de notre être, hein, de notre existence. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un bonheur dans ce cas-là spécifiquement humain? Eh bien, un bonheur spécifiquement humain, dit Aristote, c'est une activité de l'âme accompagnée de la raison. Hein, activité de l'âme, parce que le bonheur humain doit mobiliser la raison. C'est une activité qui mobilise la raison. Et donc Aristote voit principalement deux formes génériques pour ce bonheur. Le bonheur sera vécu pour lui comme une forme d'excellence, le fait d'exceller dans le fait d'être humain. Hein. C'est-à-dire que en fait c'est un aristocrate, hein, très clairement Aristote. Enfin, je veux dire par là qu'Aristote a une vision aristocratique de l'existence humaine, c'est-à-dire que être heureux, c'est exceller. C'est voilà, c'est être excellent. C'est pas le bonheur dans le canapé, c'est pas le bonheur en chaussons, c'est un bonheur qui vient du combat et qui vient de la supériorité, du fait d'exercer ses talents au maximum. Alors, il voit deux formes à cela
qui sont les vertus éthiques et les vertus intellectuelles. Alors pourquoi ces deux formes et chacune de c'est au pluriel, hein, d'accord, donc on conserve bien l'idée de pluralité. Les vertus éthiques, ce sont les vertus du caractère. C'est-à-dire que notre raison, en fait, notre raison prend deux, enfin, c'est pas qu'elle prend deux formes, mais notre raison s'exerce doublement. Elle s'exerce d'une part pour elle-même, et donc là, ce sont les vertus intellectuelles, c'est-à-dire les vertus, c'est la vie de la connaissance. Et d'autre part, notre raison s'exerce aussi en tant qu'elle commande au désir. Et là, dans ce cas-là, ce sont les vertus du caractère, les vertus éthiques. C'est-à-dire qu'en fait, les vertus éthiques, ce sont le courage, la justice, la tempérance, la générosité. En fait, toutes ces qualités humaines, toutes ces formes toutes ces formes d'humanité dans lesquelles on excelle dans la mesure où la raison commande au désir. C'est-à-dire que ce qui se passe une personne courageuse, c'est que ce n'est pas l'instinct de survie en fait qui prend le dessus, c'est la raison qui prend le dessus, qui commande au désir, qui commande d'aller au danger, d'affronter la peur, d'affronter le risque et de se battre. Et donc ça, c'est une forme d'excellence humaine parce qu'il y a là quelque chose qui appartient proprement aux hommes, c'est-à-dire que voilà, la capacité du discours ou de la raison à prendre le dessus sur le reste et à commander à nos désirs. Et c'est la même chose avec la justice. Un homme ou une femme qui est juste, c'est quelqu'un qui parvient à faire valoir en fait ses devoirs de justice plus que ses intérêts, par-dessus ses intérêts, hein. Et celui-là, dans celui ou celle qui exerce la justice ainsi, il y a une forme d'excellence humaine qui n'est pas, voilà, qui désigne vraiment un type de vie qui n'existe pas ailleurs dans la nature. Les animaux sont totalement étrangers à ce genre ce genre de vertu, hein. Les animaux peuvent pas être justes ou injustes, hein. Et c'est la même chose avec la générosité, c'est la même chose avec la tempérance, etc. C'est-à-dire celui qui arrive à faire preuve de ses vertus du caractère, l'excellence du caractère, vertu éthique, hein, celui-là sera intensément humain, plus intensément humain, et il aura là une forme d'excellence. C'est ça le bonheur de Priam avant que Achille arrive et détruise tout, hein. Et les vertus intellectuelles sont des vertus liées à la connaissance. C'est-à-dire que pour Aristote, en fait, on ne peut pas trouver le bonheur si ce n'est en mobilisant la raison, hein, et ce bonheur peut prendre ensuite de multiples formes. Ah oui, je vous ai mis en bas, oui, j'en ai pas parlé, deux citations et qui m'ont semblé vraiment pertinentes d'Aristote, qui dit la chose suivante: aux Jeux Olympiques, ce ne sont pas les plus beaux et les plus forts qui sont couronnés, mais ceux qui combattent, hein. De même, les plus belles et nobles choses deviennent la récompense de ceux qui agissent, donc toujours pour insister sur l'action, hein. Et oui, et autre citation: la vie des gens de bien, c'est-à-dire la vie des hommes et des femmes supérieurs, n'a pas besoin que le plaisir s'y ajoute comme un surcroît possible. C'est une perruque en fait, si vous voulez, hein, mais elle a son plaisir en elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'exercice de la vertu qui procure le bonheur. C'est pas, il n'y avait pas besoin, si vous voulez, euh, d'attendre en fait une récompense dans une autre vie ou bien d'attendre en fait qu'on nous donne une petite médaille qu'on a fait, hein, mais en fait le combat, l'intensité, l'effort de l'homme ou de la femme supérieure ont leur récompense en eux-mêmes, hein, et c'est ça le bonheur. Alors voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était de vous donner de vous montrer une conception exigeante du bonheur, hein, pour éviter de dire des platitudes sur le bonheur, c'est la sensation plaisante, etc. quand on est content. Bon, au fond, c'est tout à fait déprimant, comme c'est une conception aussi minimaliste. Le poète allemand Goethe a une phrase que je trouve géniale. Il dit nul ne peut supporter une série de beaux jours. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin du combat, on a besoin de l'adversité, on a besoin du négatif, on a besoin de l'effort, hein. Et aujourd'hui, on vit peut-être une époque qui veut la rose, qui cherche la rose, mais qui ne veut pas des épines, hein. Et ce qu'Aristote ou Nietzsche ou Hegel nous apprend, c'est qu'on a besoin des épines, en fait. On a besoin de l'adversité, on a besoin du doute, on a besoin de se donner à fond pour être heureux, et pas simplement d'attendre le bonheur comme une sorte de récompense qui tomberait du ciel, comme ça, hein. Ça n'existe pas. Voilà. Bien, j'en ai fini avec ce cycle de vidéos. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir.